Merci pour l'assistance et merci pour l'invitation. Donc, je vais demander à la régie s'ils sont prêts de lancer la présentation PowerPoint. Alors, c'est le processus d'expansion communautaire de l'extrémisme violent au Burkina Faso. Ici, il s'agira d'exprimer et aussi de détailler comment est-ce que l'extrémisme a évolué au cours des années. Et à mon humble avis, je pense qu'il y a des similitudes. Je pense que la Côte d'Ivoire doit être en 2017 du Burkina, 2017-2018 du Burkina. Alors, à droite, c'est la carte présentement du Burkina Faso. Ce n'est pas une carte de l'ambassade de France. C'est une carte faite par un scientifique burkinabé et qui assumait. Et c'est la réalité. Parce que longtemps, on a été dans le déni. Et on a accusé les autres de peindre le pays en noir, mais malheureusement, en rouge. Malheureusement, c'est la triste réalité. Nous sommes dans une phase où, effectivement, les seules zones aujourd'hui qui sont encore accessibles, c'est vraiment les zones qui sont au centre du pays. Et donc, vous voyez clairement que aujourd'hui, le Burkina est miné par plusieurs maux. On a les groupes d'autodéfense, on a les troubles sociaux croissants, on a une augmentation de la criminalité et du grand banditisme. L'instabilité politique et l'instabilité régionale provoquée par l'effondrement du régime libyen de Muammar Kadhafi en 2011 a entraîné la prolifération de multiples organisations extrémistes au Sahel, dont le plus en vue est la Jamaat al-Nusra al-Islam, qu'on appelle encore le Génim. Désolé, je ne suis pas musulman, donc je n'arrive pas à bien prononcer ça en arabe. La résilience du Burkina fait face à une instabilité régionale accrue qui a été minée par des soubresauts politiques qu'a connu le pays suite à l'insurrection populaire. Et depuis cette période, le Burkina présente un environnement sécuritaire dynamique avec des menaces diverses. La question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les stratégies de résilience développées par les communautés pour faire face à cette crise? Y a-t-il des facteurs de résilience au sein des communautés? Et aussi, quelles sont les stratégies de résilience communautaire développées par les populations? Donc, en introduction, nous allons voir les caractéristiques et l'évolution de la crise, les facteurs de résilience communautaire, les stratégies de résilience communautaire, et enfin, nous allons voir la conclusion. Donc, il faut noter que ces facteurs et ces stratégies de résilience ont évolué au cours du temps. Ça a été dynamique. Ce qui caractérise la crise au Burkina, c'est son dynamisme. C'est le fait que d'une année à une autre, la crise a complètement changé de visage. Donc, ça veut dire que les stratégies et les facteurs ne doivent pas être figés. Elles doivent aussi s'adapter et évoluer. Et c'est ça la difficulté des États, c'est ça la difficulté de l'administration centrale qui est très lourde et qui n'arrive pas effectivement à s'adapter à une menace qui est très dynamique et qui évolue très vite. Et deux fois, on a des réponses qui sont en retard de 10, 15 et 10, 25, 10 ans sur les groupes armés terroristes, malheureusement. Alors, quelle est la caractéristique de cette menace? Elle est dynamique du point de vue géographique, elle est dynamique du point de vue des acteurs, elle est dynamique du point de vue du mode opératoire et enfin, elle est dynamique du point de vue de la cible. Donc, on a vu qu'au début, on avait affaire à une menace qui a commencé au nord du Burkina, tout comme ici. Voilà. Donc, regardez en rouge, vous avez les taches, voilà, les taches rouges qui ont commencé à apparaître. Et aussi, tout comme ici, ça a commencé à apparaître dans la partie qui était contaminée. Donc, la partie du Mali qui était contaminée, c'est par cette partie que les groupes armés sont rentrés au Burkina, donc au nord, avec toujours quelques attaques sporadiques au centre. Même chose chez vous, Grand Bassam. Donc, c'est juste pour que vous compreniez que les groupes-là ont une stratégie bien élaborée que nous n'arrivons pas, les États n'arrivent pas à suivre. Ensuite, là, nous sommes en 2017. Regardez, les tâches commencent à augmenter. Donc, toujours, ils ont réussi à
prendre une autre région qui est la région de la boucle du Mouhoun et la région du Nord. Donc, il faut comprendre que chaque année, les groupes armés ont pu annexer une région au Burkina Faso, une ou deux régions, et de façon méthodique. Et ils se sont toujours appuyés sur ces régions pour annexer les régions suivantes. Juste pour qu'on comprenne que leur agissement ou leur mode opératoire est bien calculé et bien pensé, et malheureusement, c'est bien scientifique. Ensuite, vous avez la région de l'Est, en 2018, qui a basculé. Alors, cette région présente les mêmes caractéristiques que les parcs ici. Donc, c'est une région où on a beaucoup de parcs. Elle est frontalière avec le Bénin et le Togo. Donc, c'est une région où, effectivement, on a fait l'erreur de penser qu'ils n'allaient pas se sédentariser dans les parcs. Malheureusement, aujourd'hui, ils contrôlent l'entièreté de la région et l'entièreté des parcs avec l'assentiment des populations. Parce que, comme j'aime le dire, leur offre a été beaucoup plus alléchante que l'offre étatique. Et du coup, ils ont réussi effectivement à faire basculer la population de leur côté. Donc, 2018, nous avons la région de l'Est qui a basculé. 2019, c'est la région du centre-nord qui a basculé dans la menace extrémiste. Alors, cette région a basculé. Ici, qu'est-ce que l'outil pour atteindre leurs objectifs? C'est la fibre communautaire. Alors, ils ont exacerbé les tensions communautaires. Et vous avez dû entendre parler du drame de Yirgou, où il y a eu des centaines de morts, et où l'État n'a pas assumé sa responsabilité, où l'État n'a pas joué son rôle. Et malheureusement, après cette crise, toute la région du centre-nord a complètement basculé. Donc, qu'est-ce que les groupes armés ont fait? Ils ont exacerbé une tension communautaire et ils ont laissé les communautés prendre le relais et ils ont juste récolté les fruits de ce qu'ils ont sémé. Et malheureusement, nous n'avons pas aussi compris ça. On a laissé faire les choses en s'accusant les uns les autres. Donc, vous avez dû comprendre qu'effectivement, pour chaque région, ils ont activé un levier. Donc, ce n'est pas seulement le levier religieux, ce n'est pas le levier communautaire, ce n'est pas le levier économique, mais en fonction de la dynamique de la région, le levier qui sied, le levier qui est adapté à la région. Donc, là, vous avez ce qui en résulte aujourd'hui du Burkina, le pays voisin. Donc, c'est ça. On peut imaginer ça comme, si vous voulez, un grand corps malade où il faut vraiment, effectivement, apporter des soins. Malheureusement, nous sommes dans une phase où, en plus de la lutte militaire, ils ont réussi à déstabiliser le pays, ils ont réussi à engranger des victoires sur le plan politique. Pourquoi? Parce que grâce à ces groupes armés terroristes, l'armée s'est arrogé le droit de prendre le pouvoir. Grâce à ces groupes armés terroristes, l'armée s'est arrogé le droit de se dribbler elle-même. Donc, on a eu 2 coups d'État en une année. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à une phase d'instabilité et d'incertitude surtout parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous allons sortir de cette crise politique pour commencer la lutte extrémiste. Parce qu'on n'a pas encore commencé. Ça fait 7 ans, mais on n'a pas encore commencé à trouver des solutions face à la crise. Et donc, en 2023, ça nous donne cette carte. Vous voyez que même Bobo Ouaga, entre Bobo Ouaga, elle est coupée. C'est presque impossible pour des Caucasiens, c'est-à-dire des Blancs, de prendre l'axe Bobo Ouaga. Il faut par voie aérienne. Et l'axe Bobo Banfora en venant vers la Côte d'Ivoire, aussi, depuis plus d'une semaine, les groupes ont décidé effectivement de prendre le contrôle de cet axe. Vous avez dû entendre qu'il y a eu des drames où on a perdu près de 18 personnes. Et donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de la semaine passée, c'est aussi difficile. Il n'y a que les locaux, effectivement, qui peuvent s'aventurer pour emprunter l'axe venant jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, juste pour que vous compreniez aussi que
si ces groupes sont dans les cascades du Burkina, c'est-à-dire dans la bande frontalière avec le Burkina et dans la bande frontalière avec le Ghana, inutile de vous dire aussi qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de limite physique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y a que des limites administratives. Donc, si aujourd'hui ils n'ont pas encore attaqué la Côte d'Ivoire, ou bien ils ont stoppé, c'est parce qu'ils cherchent tout simplement à s'adapter. Donc, et je pense que la Côte d'Ivoire est en avance sur, effectivement, cette lutte, parce qu'elle est en train d'anticiper sur la menace. Alors, quelle est la conséquence humanitaire? Le Burkina aujourd'hui présente un contexte sécuritaire délétère qui défie toutes les prévisions, une crise d'une volatilité sans précédent sur fond de violences armées, de conflits communautaires, d'augmentation de la criminalité et du banditisme, des attaques contre des civils et des services étatiques quasi quotidiennes, des communautés qui sont prises dans le piège d'une spirale de violence qui semble être sans fin, et un nombre de PDI, de personnes déplacées internes, qui ne cesse d'augmenter. D'après les chiffres étatiques, c'est-à-dire, c'est les chiffres donnés par l'État lui-même, nous sommes à 1 719 000 personnes déplacées internes. Ça fait 10% de la population. Ça fait 83% des personnes déplacées internes du G5 Sahel et ça fait 57% de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina seul. Vous avez 5 000 écoles qui sont fermées, ce qui touche près de 685 000 personnes déplacées internes. Donc, on a 21,45% des établissements du Burkina qui sont fermés, liés aux attaques terroristes. Vous avez 192 formateurs sanitaires qui sont fermés et vous avez 4 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que tous nos voisins seront impactés. Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Le Togo et le Bénin, eux, complètement, ils sont presque dans notre situation en 2020. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont presque basculé. Pourquoi on dit que le caractère est dynamique du point de vue des acteurs? Donc ici, hier, on a parlé des acteurs. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que la crise évolue, les acteurs aussi évoluent et les acteurs changent en fonction de la dynamique. Donc ici, nous avons 4 cartes que j'ai faites et ces cartes-là représentent tous des groupes d'autodéfense. Ça veut dire que l'État doit aussi veiller à contrôler la prolifération de ces groupes d'autodéfense qui, au départ, vont se proposer d'apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, ils sont en train de chercher aussi des assises, ils sont en train de profiter de la situation pour pouvoir être beaucoup plus forts et s'implanter définitivement aussi. Donc, vous avez en haut, en rouge, vous avez les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Donc, en plus des groupes créés par les communautés, l'État lui-même a été obligé de créer des groupes d'autodéfense qu'on appelle les volontaires pour la défense et de la patrie. En vert, vous avez les Rouga. En bas, à gauche, vous avez, en jaune, vous avez les Dozo, qui est une continuité des Dozo du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et au centre, là-bas, vous avez les Korlouego. Alors, tous ces groupes ont des difficultés pour se coordonner et pourtant disent chacun participer à la lutte contre le terrorisme. Ce qui fait que la lutte aujourd'hui au Burkina, elle est complexe, elle est hybride et elle est difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. En plus de ces groupes, vous avez les bandes criminelles, les groupes armés terroristes. Et quels sont les leviers, les vecteurs et les modes de propagation et de financement de ces groupes armés terroristes? Alors, les modes de propagation, on a, premièrement, l'orpaillage artisanal. L'une des les principales cibles, la principale cible de ces groupes armés est effectivement les orpailleurs. Pourquoi? Parce qu'au Burkina, nous avons 3 millions de jeunes qui sont dans l'orpaillage. Et malheureusement, la réponse étatique a refusé de s'adapter à la menace. Au lieu de protéger ces sites d'orpaillage, au lieu de prendre le contrôle de ces sites d'orpaillage, l'État a décidé tout simplement de fermer ces sites d'orpaillage. En fermant ces sites d'orpaillage, ça veut dire que l'État met à la disposition des groupes armés terroristes 3 millions de jeunes. Et c'est ce qui explique la prolifération du nombre
des groupes armés terroristes. En plus de cela, l'orpaillage se répand effectivement. Vous allez dû vous rendre compte, normalement, si vous avez les données, que les jeunes burkinabés ont dû migrer aussi vers la Côte d'Ivoire pour continuer l'orpaillage, parce que généralement, les orpailleurs, ils ne veulent faire autre chose que l'orpaillage, parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver la lumière et la prospérité dans l'orpaillage. Donc, ce qui justifie la migration de ces jeunes vers la Côte d'Ivoire. Ce qui va engendrer aussi des infiltrations, parce que les groupes armés utilisent les orpailleurs pour non seulement les protéger. Donc, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans les mines d'orpaillage? Ils proposent les protections aux orpailleurs, et en contrepartie, les orpailleurs travaillent. Ils sont capables de racheter l'or et de le revendre à leur propre compte, ce qui les permet de s'autofinancer et en même temps de recruter au sein des orpailleurs, parce que c'est des bras valides et c'est des bras qui sont vraiment et qui connaissent bien la localité. Ensuite, vous avez la fermeture des frontières. On a fait une étude et on s'est rendu compte que qu'est-ce qui a fait basculer la région de l'Ouest, les régions des Cascades et la région de l'Ouest qui est frontalière avec la Côte d'Ivoire, elle a basculé en 2020, pendant la période Covid. Maintenant, on cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi c'est pendant cette période. Donc, vous voyez que même la Covid a été utilisée par les groupes armés pour pouvoir s'implanter dans certaines zones. C'est de comprendre ici leur ingéniosité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, pendant la période Covid, les États ont décidé de fermer les frontières. Les populations qui sont dans les bandes frontalières ont beaucoup été impactées. Qu'est-ce que les groupes ont fait? Ils ont cherché des couloirs et pour ces populations-là, afin que ces populations-là puissent échapper au contrôle des forces de défense et de sécurité. Au contrôle, ça c'est un, mais aussi aux raquettes, aux exactions faites par les agents de sécurité aux frontières. Et ça, c'est vraiment un fléau contre lequel l'État doit lutter sans faille. Et ça doit être zéro tolérance pour des questions de raquettes, d'exactions au niveau des frontières. Et donc, avec l'aide des populations, les groupes armés ont pu créer des couloirs, aujourd'hui qu'ils utilisent d'ailleurs pour attaquer les forces de défense et de sécurité. Donc, j'en reviens aux raquettes faites par l'administration et les FDS. Il faut une lutte acharnée contre ces raquettes, parce que c'est des éléments de frustration qui incitent les populations et qui poussent les populations vers les bras des forces de défense et vers les bras des groupes armés terroristes. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'offre faite par les groupes armés aux populations est alléchante par rapport à l'offre étatique. Parce que les populations ont beaucoup de ressentiments, les populations ont beaucoup de craintes vis-à-vis de leur autorité, vis-à-vis des FDS qui ont un comportement qu'ils pensent qui est aux antipodes de ce qu'ils veulent. Et hier, j'ai écouté effectivement M. le préfet qui dit que l'administration doit agir de façon froide. Il faut que l'administration change de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, l'administration est en train de perdre le monopole de la violence. Et si vous perdez le monopole de la violence, vous ne pouvez plus imposer quoi que ce soit. Et cette guerre, c'est une guerre de cœur, c'est une guerre où la population est la pièce maîtresse. Si nous avons la population avec nous, nous allons avoir cette guerre. Mais si nous n'avons pas la population avec nous, cette guerre, elle est impossible à avoir, quels que soient les moyens titanesques que nous allons développer dans notre stratégie. Et il faut que l'administration comprenne ça. C'est très important. C'est très important que la pièce maîtresse soit la population. Et nous le comprenons à nos dépens, parce qu'on a pensé que aller avec la force, persécuter les populations, ça allait empêcher effectivement les groupes armés d'avancer. Malheureusement, les groupes armés ont continué à avancer avec l'aide plutôt des populations et que nous avons perdu et que nous devons reconquérir par la stratégie de l'acceptation. Vous avez les groupes d'autodéfense aussi et vous avez le fait de payer de l'argent et de payer, et vous avez les trafics de tout genre. Les trafics de motos, les trafics de carburant, les trafics de drogue, de cigarettes. Ça veut dire que si l'État n'arrive pas à occuper les jeunes vont s'adonner à ces trafics parce que ces trafics sont exacerbés par les groupes armés pour pouvoir se ravitailler et pour pouvoir leur donner les emplois. Juste pour que vous compreniez que les groupes armés sont des employeurs. Ils emploient nos jeunes. Et tous ceux qui font le trafic à leur compte sont payés de façon
gracieuses et sont très bien payées, malheureusement. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et donc, le mode de financement des groupes armés, c'est quoi? C'est que ces groupes armés qui bénéficient de l'existence des réseaux de criminalité bien organisés et bien établis dans l'espace sous-régional à travers des filières opérant au Bénin, au Ghana et au Togo. Je prends l'exemple du Bénin. Toute la base logistique des groupes armés se trouve au nord du Bénin, entre le Bénin et le Burkina. Donc, à travers le Bénin, les groupes armés ont les motos et le carburant. À travers le Togo, ils revendent l'or burkinabé. Et l'OCDE a documenté que, je vous rappelle que le Togo ne possède pas une seule mine d'or. Mais aujourd'hui, le Togo revend au moins 15 à 30% de l'or burkinabé. C'est comme au temps de la crise ivoirienne où le Burkina était le premier exportateur de cacao. Voilà, donc c'est la même chose. Ça se comprend. Donc, juste pour que vous compreniez que ces filières-là les permettent effectivement d'être bien huilées et d'être indépendants sur le plan financier. Donc, vous avez des filières d'approvisionnement en armes. Généralement, ça vient du Togo et du Ghana. Vous avez des filières d'approvisionnement en moto, en carburant, en ressources naturelles. Là, c'est le Bénin via Sokoto, Nigeria. Et pour les ressources naturelles, vous avez les défenses d'éléphants, les peaux d'animaux qui sont revendus à travers le Niger par des Chinois qui les payent aussi. Et vous avez la filière d'approvisionnement en or. Rien que pour la région de l'Est du Burkina, le groupe armé contrôle près d'une cinquantaine de sites d'orpaillage. Et en une année, ils arrivent à engranger, rien que pour cette région, entre 15 et 30 milliards par an. Et pour le carburant, rien que pour le trafic de carburant et de motos, on a estimé à 50 à 70 milliards qu'ils arrivent à gagner de bénéfices par an. Alors, quelles sont les sources de résilience communautaire? On a la chefferie traditionnelle, on a le dialogue interreligieux et on a le sentiment d'appartenance au même peuple. On a la chefferie traditionnelle, le dialogue interreligieux. Alors, la chefferie traditionnelle, on a pensé que c'est une source de résilience. Pourquoi? Parce que là où l'État est absent, là où l'État n'arrive pas à jouer son rôle régalien, ce rôle est généralement remplacé par la chefferie traditionnelle. Mais il se trouve que les groupes armés l'ont compris. Et ils détruisent. La première chose qu'ils détruisent lorsqu'ils veulent pénétrer une communauté, c'est la chefferie traditionnelle, qu'ils discréditent ou bien qu'ils font en sorte que les populations se rebellent contre ces chefs, qu'ils tuent ou qu'ils enlèvent. Généralement, c'est les portes d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les chefs et les leaders religieux qui peuvent encore déconstruire les discours radicaux. Et une fois que ces leaders ne sont pas là, c'est plus facile pour eux de pénétrer, c'est plus facile pour eux d'atteindre les communautés. Ensuite, il y a le dialogue interreligieux. Aujourd'hui, le dialogue interreligieux qui relie toutes les religions permet effectivement d'avoir une certaine harmonie et aux religions de ne pas se contredire, aux religions de ne pas s'affronter. Malheureusement, depuis le deuxième coup d'État au Burkina, ce dialogue est en train de voler en éclats parce que l'aile radicale des religions est en train de prendre le dessus. Et malheureusement, l'aile rigoriste, si l'aile rigoriste prend le dessus, les religions vont s'entrechoquer, les religions vont finalement rentrer en confrontation. Donc, c'est un fait qu'il faut observer aussi avec beaucoup d'intérêt. Et enfin, pour terminer, on a le sentiment d'appartenance au même peuple, l'identité nationale. C'est ce qui nous reste. C'est ce qu'on peut susciter pour susciter la révolte des populations contre des groupes armés sans foi ni loi qui veulent faire en sorte que le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin disparaissent. Et ce sentiment d'appartenance au même peuple doit être développé au plus haut niveau, c'est-à-dire par l'administration et aussi par les leaders, pour que nous puissions effectivement ensemble avoir un intérêt commun qui est l'intérêt supérieur de la nation. Je vous remercie. Donc, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire par rapport aux deux exposés. Vous voyez, hier, on a commencé par vous présenter une série de produits de recherche. Ce type d'approche a une histoire. Hein. Dans le Sahel, quand ça a commencé, le phénomène djihadiste, c'était très militaire. Les militaires ne voulaient même pas
voire des spécialistes des sciences sociales, intervenir dans la question de l'extrémisme violent. Et puis, on sent le glissement progressif. Je parle à nos amis du CNS. Hello? Vous n'arriverez jamais au bout de cette question sans poser les vraies questions par rapport au contexte. On est là pour vous aider. Vous ne venez pas vers nous. Ça, je tiens à le dire publiquement. On est là pour vous aider. On est payé par l'État. On travaille pour le même État. Vous voyez, les FDS, regardez ce qu'elle a donné comme exposé. Vous voyez, il y a ce qu'ils disent qu'ils font et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et vous voyez bien comment évolue le phénomène. On s'est mis à travailler sur les vulnérabilités, sur les fragilités, parce que toutes les fragilités sont exploitables par ce type de mouvement. On a étudié les dynamiques que présente le docteur Savadogo. C'est sur cette base qu'on a mis en place, permis de regarder. Donc franchement, vous ne perdez rien du tout en vous approchant des sciences sociales et en posant des questions. Vous allez l'utiliser comme vous l'entendez. En tout cas, merci à Equal Access d'avoir cette approche pour que nous sentions tous l'intérêt de communautariser nos forces pour affronter ce phénomène. C'est juste un commentaire. Merci beaucoup pour les questions et surtout pour l'intérêt porté aux présentations. La première question, c'est qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin ont de particulier ou bien ont de plus vulnérables qui poussent les groupes armés à s'intéresser à eux plutôt qu'au Ghana. Ce qu'il faut comprendre avec ces groupes armés, c'est que c'est une question de timing et c'est une question de stratégie. Ils n'attaqueront la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana qu'au moment où eux, ils l'ont voulu et au moment où eux, ils l'ont décidé. Et cela, ils le préparent en amont. Aujourd'hui, quand on dit que le Burkina est une base arrière pour attaquer ces pays, le Burkina se plaint, mais c'est la réalité. Quand vous prenez toutes les côtes, la bande frontalière du Burkina, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'administration. La première administration, par exemple, avec la frontière togolaise et béninoise, elle est peut-être à 75-100 km de la frontière. Sinon, vous n'allez plus voir une autre administration. Alors, juste pour que vous compreniez qu'il se crée des bases arrières, des zones de confort avant d'attaquer le pays qui est le pays limitrophe. Pour le Bénin et le Togo, il y a eu des déclics qui ont accéléré ou bien qui ont suscité l'intérêt de ces groupes armés pour ces pays-là. Je prends l'exemple du Bénin. Le Bénin, si vous vous rappelez, en juillet 2020 ou 2021, le Bénin a décidé de prendre une loi pour sédentariser la transhumance. Et ça a créé des problèmes parce que la transhumance, le pastoralisme est ancestral. Il y a des couloirs qui existent depuis avant l'existence des États. Et le Bénin, par exemple, a décidé de ne plus laisser traverser son territoire par les transhumants. Ensuite, le nord de tous ces pays-là, que ce soit le Togo, le Bénin, ou que ce soit la Côte d'Ivoire, le nord de ces pays-là regorge des communautés qui sont des communautés, et, si vous voulez, des communautés frustrées, des communautés laissées pour compte pour le sud. Et ce sont ces vulnérabilités-là que les groupes armés exploitent pour faire retourner les populations contre le pouvoir central qui est très loin de ces communautés-là. Maintenant, pourquoi ils n'attaquent pas le Ghana? Vous avez dû remarquer que le Ghana commence à se plaindre. Le Ghana se démène. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont du Ghana ici. Le Ghana sait que le nord de ses frontières est aussi infesté que le Togo et le Bénin. Mais sauf qu'il n'y a pas encore eu d'acte clairement posé par les groupes armés terroristes. Mais, je vous dis quelque chose qui va vous étonner. La plupart des leaders qui sont au sud du Burkina, au nord du Togo, du Bénin, et même qui sont au Mali, la plupart des leaders, ce sont des Ghanéens. Donc, ce n'est qu'une question de temps, et c'est une question de timing, que eux seuls, ils savent à quel moment ils vont activer ce levier-là. Et si vous remarquez, c'est bien coordonné. Lorsqu'ils attaquent au sud du Burkina, le lendemain, ils attaquent au Togo, et le surlendemain, ils attaquent au Bénin. C'est coordonné. Et ainsi de suite. Donc, ils ont des groupes, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'organiser.
ils ont fait une répartition des pays en fonction des Émirats. Vous savez, ils ont des Émirats. Il y a un Émirat au Sahel, à l'Est, à l'Ouest, etc. Donc, en fonction de ça, ils sauront quand est-ce attaquer ou pas. Mais ce qui est aussi, chaque pays doit se préparer et chaque pays doit se dire que le nord, en tout cas les pays côtiers, le nord est une zone à risque. Ensuite, il y a lieu de questionner le système bancaire. Donc, rapidement, le système bancaire, effectivement, lorsque ces sommes-là sont brassées par les groupes armés terroristes, c'est effectivement du cash. Mais il faut vous rappeler que celui qui a de l'or, c'est facile pour cette personne, effectivement, de faire les transactions avec de l'or. C'est très facile et il peut acquérir tout avec de l'or. C'est pour ça aussi qu'il s'intéresse à cet or-là. Et il est important que, effectivement, nos autorités arrivent à corser, arrivent à avoir un œil très regardant sur les transactions, sur les Orange Money, les Mobile Money, les transactions traditionnelles et même les transferts physiques faits dans les gares. Ceux qui sont aux frontières savent que vous pouvez être au Burkina et transférer de l'argent à quelqu'un qui est même à Dubaï sans bouger de votre place et sans utiliser les transferts électroniques juste par l'intermédiaire de 2 personnes qui se font le transfert. Donc c'est tout ça aussi que l'administration doit contrôler. Et pour terminer, pour ce qui est des checkpoints et des comportements des FDS au niveau des checkpoints, je confirme effectivement que la principale cible des groupes armés terroristes, ce sont les FDS. Aujourd'hui, si vous êtes proche des FDS au Burkina, vous augmentez votre vulnérabilité. Parce qu'ils tentent d'apporter une réponse aux frustrations et à l'injustice causée par ces FDS sur les populations pour conquérir le cœur de ces populations. Voilà pourquoi dans mon exposé, j'ai dit que la pièce maîtresse dans cette lutte, ce n'est pas la lutte armée, ce n'est pas l'équipement militaire, ce n'est pas le fait de bander les muscles, mais c'est le cœur de ces populations-là. Celui qui a le cœur de ces populations, effectivement, va gagner cette guerre parce qu'il va prendre soin de ces populations et va résoudre les problèmes de ces populations. Je vous remercie. Donc, la première question, c'est est-ce vrai que 90% des leaders ou bien des terroristes sont des Burkinabés? Oui, je confirme que 90%, mais ça a été évolutif. Hein. Au départ, c'était exogène, donc c'était des gens qui venaient de l'extérieur, particulièrement du Mali. Et il faut noter que le Burkina, il y a 2 grands groupes qui écument le Burkina. On a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique au Grand Sahara. Donc, vous avez, et ces groupes-là ont réussi la décentralisation, c'est-à-dire ils ont réussi là où l'État n'a pas pu. Ils ont réussi à décentraliser leur administration et leur commandement, de telle sorte que, en étant depuis le Burkina, donc depuis les communes, je vous ai dit qu'il y a plusieurs émirats, depuis les communes, ils arrivent à donner, à remonter les ordres et les instructions jusqu'au niveau macro, c'est-à-dire jusqu'au niveau du Mali, les ordres sont remontés. Donc, juste pour que vous voyez que ceux qui commettent les actes au Burkina, c'est effectivement des Burkinabés. Mais maintenant, est-ce qu'on a affaire à une guerre civile? Je dirais que, et là on me dit que je suis très dur pour le cas du Burkina, je préfère être dur parce qu'il s'agit de vie humaine. Les groupes armés ont communautarisé la guerre au Burkina. Mais l'État est en train de mettre toutes les conditions pour une guerre civile. Pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas encore à une guerre civile, mais tous les indicateurs sont au rouge pour que nous basculons vers une guerre civile? Parce que ceux qui nous attaquent aujourd'hui, c'est des Burkinabés. Et dans certaines zones, on a alerté l'État, on a affaire à une insurrection armée locale. Ce n'est pas des groupes armés exogènes ou extérieurs qui nous attaquent, c'est notre propre population qui se révolte contre le pouvoir central. À partir de ce moment, le pouvoir central devrait se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a commis comme erreur pour que nos propres populations se rebellent contre le système. Et c'est ça qui a fait qu'on était dans le déni. Malheureusement, et ça me permet de répondre en même temps à la dernière question, et donc je saute pour aller répondre à la dernière question. Pourquoi le Burkina, qui était un exemple de résolution communautaire, ça n'a pas marché? Parce qu'au départ, on était dans le déni.
Ensuite, on a fait de cette lutte un business. Pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas encore à une guerre civile, mais tous les indicateurs sont au rouge pour que nous basculons vers une guerre civile? Parce que ceux qui nous attaquent aujourd'hui, c'est des Burkinabés. Et dans certaines zones, on a alerté l'État, on a affaire à une insurrection armée locale. Ce n'est pas des groupes armés exogènes ou extérieurs qui nous attaquent, c'est notre propre population qui se révolte contre le pouvoir central. À partir de ce moment, le pouvoir central devrait se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a commis comme erreur pour que nos propres populations se rebellent contre le système. Et c'est ça qui a fait qu'on était dans le déni. Malheureusement, et ça me permet de répondre en même temps à la dernière question, et donc je saute pour aller répondre à la dernière question. Pourquoi le Burkina, qui était un exemple de résolution communautaire, ça n'a pas marché? Parce qu'au départ, on était dans le déni. Ensuite, on a fait de cette lutte un business. Un business parce que l'armée a vu dans cette crise une occasion de se réhabiliter. Vous savez qu'après la crise, après 2015, donc après qu'on ait chassé Blaise Compaoré, l'armée était dans ses petites bottes. Parce que n'oubliez pas que quand même, on a pu chasser Blaise Compaoré qui a fait 27 ans. Ensuite, on a mis en prison Guengéré. Donc, les hommes les plus forts, les plus craints de l'armée étaient embastillés. Et donc, l'armée était complètement déboussolée. Et malheureusement, c'est Roch Marc Christian qui avait eu l'occasion de rétablir cette armée, mais il n'a pas pu. Et donc, on s'est retrouvé avec une situation où l'armée a vu que c'était une occasion pour elle de se réhabiliter. Et donc, a laissé pourrir la crise. Et aujourd'hui, effectivement, elle a le pouvoir. Et au lieu d'apporter des réponses communautaires à la crise, on a décidé d'apporter des réponses musclées. Et c'est là que je félicite la Côte d'Ivoire. Et je pense que la Côte d'Ivoire devrait faire davantage, d'ailleurs, en misant sur ces communautés, sur la réponse communautaire, parce que la réponse militaire ne va pas apporter une réponse pérenne. La réponse militaire va tuer les terroristes, mais ne va pas tuer le terrorisme. Et ça, il faut qu'on se le dise. Et je pense que la Côte d'Ivoire est sur la bonne lancée. Maintenant, le dialogue, est-ce que c'est possible entre les groupes armés au Mali et au Burkina? Oui, le dialogue est possible. Je prends l'exemple du Niger. Vous avez vu que le Niger a 3 fronts. Boko Haram, Agadez et la zone des 3 frontières. Mais le Niger, qui est dirigé par des civils depuis plus de 10 ans, est le pays du Sahel le plus stable. Ça veut dire que l'armée n'est pas la solution. Ça, c'est un au moins. Et de 2, ça veut dire que le Niger dialogue beaucoup avec ces groupes. Ce qui fait qu'il y a une accalmie et il y a une possibilité de trouver des solutions et de comprendre. Aujourd'hui, si vous demandez aux gouvernants burkinabés, ils ne vous diront pas, ils vont vous dire, mais nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi les gars-là nous attaquent. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ne se sont pas rapprochés des sociologues, des chercheurs. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont cherché à apporter une réponse purement militaire qui a exacerbé la guerre. Donc le dialogue est possible. Et le Burkina, avec Damiba, avait amorcé ce qu'on appelle les dialogues locaux. Et les dialogues locaux ont montré des fruits. On a mis en avant les communes, les leaders communautaires, qui sont rentrés en contact avec les groupes armés terroristes, parce que les groupes armés terroristes disent qu'ils font plus confiance aux leaders communautaires qu'aux agents de l'administration, qui d'ailleurs changent chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui-là, demain, c'est lui-là. Donc, eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi il faut changer. Mais alors qu'avec les agents communautaires, ils arrivent à faire passer le message et à se comprendre. Donc, c'était un succès. Mais malheureusement, avec le deuxième coup d'État, on est reparti vers le tout sécuritaire. Et la dernière question, est-ce que la présence des groupes d'autodéfense, est-ce que ça a complexifié la lutte ou bien c'est parce que j'ai dit que ça va plutôt basculer? C'est les deux. Ça complexifie la lutte parce que, vous avez vu l'exemple, le préfet a été clair. Les dozos qui sont là chez nous, chez vous, les Korloego, les Rouga, ils voient une opportunité dans cette crise. Une opportunité de ne plus utiliser des armes de chasse, mais des armes de guerre. Mais là, c'est ce que nous sommes en train de faire et ils ont réussi. Parce que le Burkina est en train de distribuer des armes. On est en train de doter des armes à ces groupes-là. Parce qu'on pense que ces groupes-là vont nous aider. Donc, c'est une opportunité pour eux, 1. Et de 2, il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre qui est en train de s'installer.
Vous avez des leaders de ce groupe qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires, parce qu'il y a des zones où, effectivement, c'est eux qui fluidifient le commerce. C'est eux qui gèrent les marchés de bétail. C'est eux qui récupèrent tout ce qui est fruit de la guerre. C'est-à-dire, lorsqu'ils tuent un terroriste ou bien lorsqu'ils accusent quelqu'un de terroriste, quand vous le regardez, c'est quelqu'un de très riche à qui ils veulent prendre le bétail ou bien quelqu'un à qui ils veulent régler leur compte. Et du coup, ils deviennent des seigneurs de guerre et de plus en plus, on va vouloir arrêter cette guerre et eux, ils vont dire non, eh bien, nous n'allons pas accepter parce que c'est lucratif. Sinon, comment on peut comprendre qu'on paye quelqu'un à 20 000 francs et que la personne allait sacrifier sa vie et que d'ailleurs même l'État n'arrive pas à lui donner les 20 000, mais la personne continue sur le terrain à se combattre. Et les études ont montré que les gars ont dit que c'est parce que eux, ils arrivent à se payer sur la tête de la bête, comme on aime le dire. Malheureusement, c'est la population encore qui paye le plus fort tribut de cette guerre. Je vous remercie.